Avant de commencer, je souhaite vous rappeler de garder vos caméras et vos micros fermés, s'il vous plaît. Pour vos questions, vous devez utiliser le chat. Donc, je vais attendre. Il y a des gens qui se joignent à nous. Bonjour. Bonjour. Allô. Allô. Donc, je vais demander à tous de fermer vos caméras et vos micros puisque nous sommes en direct sur Facebook. Donc, pour tout le long de la rencontre, je vous demande de garder vos caméras et vos micros fermés. Si vous avez des questions, s'il vous plaît d'utiliser le chat. Donc, il y aura des gens qui sont dans le Zoom et il y a des gens qui sont en Facebook Live. Donc, vous pouvez poser vos questions autant sur le Facebook Live que sur le chat de Zoom. Donc, comme annoncé, la soirée se déroulera en 2 temps. En première partie aura lieu la conférence Place à la nature, qui sera l'occasion de vous présenter une nouvelle carte narrative qui présente la démarche de conservation et de restauration entreprise des dernières années par la Ville de Québec et Agiro. La conférence se déroulera en 2 parties. Au début, ça sera Mme Quentin qui va débuter et ensuite, je vais compléter la carte narrative. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Mme Anne-Marie Quentin. Elle est diplômée en microbiologie à l'Université Laval et possède une maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke. Elle cumule plus de 15 années d'expérience comme conseillère en environnement spécialisée en gestion de l'eau et en protection des milieux naturels. Elle œuvre au sein des services de traitement des eaux et du service de planification et de l'aménagement et de l'environnement de la Ville de Québec, où ses mandats visent actuellement la protection des sources d'eau potable par la mise en place d'actions concertées comme le plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels du haut-bassin de la rivière Saint-Charles. Donc, à toi, Anne-Marie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Mélanie, de m'avoir invitée. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer la carte narrative qui a été préparée par l'équipe d'Agiro et puis à laquelle, évidemment, la Ville de Québec a contribué. Donc, voilà. Évidemment, il y a beaucoup d'informations. C'est ce qu'on se disait, Mélanie et moi, juste avant la rencontre. Donc, évidemment, on vous incite fortement à aller la consulter puis voir l'intégralité de l'information sur le site Internet d'Agiro. Donc, la Ville de Québec et Agiro, on travaille en collaboration étroite depuis de nombreuses années pour la protection de la prise d'eau et évidemment pour la protection aussi des milieux naturels parce que c'est étroitement lié, en fait, la préservation des milieux naturels et la conservation de l'eau potable. Quels sont ces milieux naturels? On parle entre autres des forêts, des lacs, les rivières et les milieux humides, tant tourbières, marais, prairies humides ou encore marécages en font partie. C'est des milieux qu'on souhaite préserver parce qu'ils sont partie intégrante de notre vie, donc de la qualité aussi de notre vie et de notre bien-être. Pourquoi les protéger? En fait, depuis des années, il y a une pression constante sur ces milieux, que ce soit par l'aménagement du territoire, l'imperméabilisation, la coupe forestière. Donc, dans notre bassin versant, évidemment, ces enjeux n'y échappent pas, mais ils sont essentiels pour la protection de l'eau potable. Donc, le service écologique le plus important à laquelle on va discuter aujourd'hui, c'est vraiment la préservation de l'eau potable. Par contre, il y a plusieurs autres services écologiques dont les milieux naturels nous font bénéficier au quotidien. C'est d'autant plus important parce que dans le contexte des changements climatiques, le régime hydrologique est changeant et puis les milieux naturels vont venir réguler en fait ces changements. Donc, c'est important de les conserver sur le territoire. Comment on les conserve? On a débuté il y a quelques années une démarche de plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels avec l'ensemble des parties prenantes dans le bassin versant. Donc, cette démarche, elle est encore en cours, mais l'objectif est de se donner des stratégies pour être capable de diminuer les impacts sur les milieux naturels sur notre territoire.
L'objectif, ce n'est pas de mettre une cloche de verre sur tous ces milieux-là. Au contraire, c'est de les connaître mieux, de les protéger, de les mettre en valeur aussi, de les restaurer quand c'est possible, mais surtout aussi de les rendre accessibles. Comme on le disait, ils font partie de notre qualité de vie et de notre bien-être. Donc, ces milieux-là, ils doivent aussi être utilisés à bon escient par la population. Donc, c'est un peu aussi le souhait qui est soutenu par la réalisation du plan de gestion et de mise en valeur. Comme je le mentionnais, évidemment, la restauration de ces milieux est nécessaire. Dans certains cas, on peut retrouver des impacts qui ont été causés là, au fil du temps. Donc, on souhaite redonner la place à la nature. Tous ces volets-là, vous avez des onglets avec beaucoup d'informations qu'on va traiter un peu plus loin de façon détaillée. Comment nos milieux naturels interviennent dans la protection de l'eau potable et la résilience face au changement climatique. En fait, les milieux humides, d'abord, ils ont de nombreuses fonctions écologiques. Donc, c'est une diversité d'espèces fauniques et floristiques qui utilisent ces milieux, donc une très grande biodiversité. Mais ça permet aussi de jouer un rôle d'éponge. Donc, c'est un peu un régulateur des débits et aussi en étiage, ça permet de relarguer l'eau. Donc, quand il y a de fortes pluies, les milieux humides se gorgent comme une éponge et lorsqu'on est en étiage, on va relarguer cette eau, puis en même temps traiter l'eau qui est filtrée à même le milieu naturel. Donc, c'est vraiment un acteur important, si on peut dire, dans la bonne qualité de l'eau sur notre territoire. Le territoire est composé de 7% de ces milieux. On les voit ici sur la carte, en vert et en brun. C'est des types de milieux humides différents, mais c'est l'ensemble des milieux. On peut voir la rivière Saint-Charles et le lac, là. Donc, on le sait déjà qu'il y a beaucoup de milieux humides à ces endroits-là, de même qu'au Marais du Nord, entre autres, au nord, dans le bassin versant. Les lacs et les rivières, quant à eux, sont des réservoirs d'eau douce importants. Donc, oui, on consomme l'eau de la rivière Saint-Charles. Notre réservoir principal, c'est le lac Saint-Charles. Donc, on veut protéger ces milieux-là parce que c'est directement relié à l'eau potable qu'on consomme. Donc, pour le faire, il y a plusieurs volets, mais préserver une saine bande riveraine, c'est-à-dire une zone tampon végétalisée entre tout développement et le plan d'eau est favorisé. Là. Donc, ça permet de réguler la température en faisant un ombrage. Ça permet aussi de filtrer l'eau de ruissellement qui pourrait être amenée directement au plan d'eau. Je vous invite à regarder le petit vidéo aussi qui a été produit par un organisme de bassin versant qui explique vraiment bien l'effet de bande riveraine là, et son objectif de protection. Donc, notre territoire est composé à 3% de ces plans d'eau de tout type, là, cours d'eau, ruisseaux, etc. Pour ce qui est des forêts, bien, on le sait, la forêt est une grande biodiversité aussi, abrite toutes nos espèces fauniques et floristiques. Ça permet aussi de ralentir en fait la vitesse d'écoulement de l'eau du ruissellement, soit par l'infiltration aussi, la végétation qui va absorber l'eau au fil de son transport. Puis ça permet, avec les racines des arbres, d'éviter l'érosion des sols. Donc, ça ancre les sols, puis ça nous amène une diminution des risques d'inondation. Évidemment, la qualité de l'air aussi est un service écologique rendu par nos forêts qui est non négligeable, ainsi que la réduction des îlots de chaleur. On a 67% de notre territoire qui est encore boisé, donc ce qui est très important. Une source d'Environnement Canada nous disait là, que si on diminue d'environ 10% la perméabilité, c'est-à-dire les zones où l'eau peut s'infiltrer, on peut déjà avoir un impact sur la qualité de l'eau. Donc, on peut voir qu'on
on a atteint ce 10 %-là. Par contre, il n'est pas trop tard pour agir, puis on va vous montrer plus tard des actions qu'on met en place à Giraud et la Ville de Québec en ce sens-là. Donc, on voit des impacts du passé aussi qui se sont produits sur notre territoire. Donc, c'est important d'agir pour ne pas amener davantage d'impact ou de destruction dans le bassin versant. Les milieux humides, évidemment, il y en a certains qui ont été remblayés, détruits. Maintenant, avec le RCI de la Communauté métropolitaine de Québec, ces milieux sont protégés. Mais comme je vous disais, là, on vit avec l'impact du passé. Par contre, les lacs et les rivières reçoivent quand même des contaminants provenant de l'eau de ruissellement, des routes, évidemment, à proximité. Et puis, les bandes riveraines, à l'occasion, sont mises à nu ou encore artificialisées. Donc, c'est important de toujours agir à ce niveau-là. Les forêts, évidemment, sont fragmentées à l'occasion. Donc, on amène une fracture dans un corridor écologique qui pourrait amener un meilleur voyage de la faune à travers le territoire. Donc, c'est important aussi d'agir pour essayer d'empêcher la fragilité de ces milieux-là de s'accentuer. Donc, oui, on a encore une bonne superficie, comme on le mentionnait, de milieux naturels dans notre bassin versant. Donc, c'est temps d'agir pour le préserver. Et puis aussi, on peut le restaurer. Donc, là, on voit ici quand même que le plus intéressant, c'est de garder la biodiversité qui est déjà en place parce que recréer ces milieux-là, on n'arrive pas à ce que la nature a réussi à créer pendant des millénaires. Donc, on peut faire notre effort, mais il faut agir en amont. Comment on le fait? Bien, on est en train de réaliser un plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que toutes les parties prenantes, on avait des actions qu'on mettait en place, mais là, l'objectif, c'est vraiment dans une vision commune de se donner les bonnes actions aux bons endroits pour maximiser, en fait, les retombées. Donc, on veut vraiment optimiser nos efforts pour être capable d'agir au bon endroit pour la protection. On veut le faire en concertation, évidemment, avec l'ensemble des parties prenantes. On se base sur une démarche qui s'appelle les normes ouvertes. Et c'est une démarche que vous pouvez consulter sur Internet. Beaucoup d'organismes de conservation travaillent avec cette méthode. Donc, c'est un peu de planifier, en fait, d'évaluer les impacts, planifier des stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour protéger nos milieux naturels, les mettre en œuvre, mais aussi s'adapter. Donc, évaluer est-ce qu'on a vraiment un résultat qui est obtenu par la réalisation de nos actions et toujours réévaluer ce plan-là de façon dynamique. Donc, c'est une gestion adaptative, comme on le nomme. L'objectif, c'est de protéger et restaurer les écosystèmes clés, développer des stratégies pour assurer que nos efforts de restauration aient au bon endroit, acquérir les connaissances pour cibler nos interventions, puis aussi s'assurer d'évaluer, donc d'avoir des indicateurs dans le temps pour valider l'efficacité de nos actions. Donc, je vous invite évidemment à aller voir le petit vidéo si vous ne connaissez pas la série Autrement, qui a fait état de divers enjeux au niveau de la gestion de l'eau dans la région, dont entre autres la protection des milieux naturels, d'aller voir ce petit extrait là, dans la carte narrative. La conservation, ça implique quoi? Bien, évidemment, ce mot-là, souvent, on entend, comme je le mentionnais, cloche de verre, puis on ne touche plus au milieu, puis on clôture, puis on empêche les gens d'aller sur les territoires. En fait, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de protéger, oui, des éléments qui sont très sensibles, mais aussi restaurer des éléments qui ont été abîmés et aussi les utiliser de façon durable, les milieux. Donc, de façon durable afin qu'ils soient mis en valeur et encore une fois accessibles là, par les citoyens. Donc, l'objectif, là, je passe la parole, je crois, à Mélanie pour la suite. Merci.
toi, est-ce que c'est possible de départager? Je vais partager à mon tour. Donc, voilà. Donc, je vais, dans le fond, continuer à partir du moment où l'objectif, on l'a dit là, plusieurs fois, de protéger et mettre en valeur ce territoire-là. Concrètement, ce que ça donne, c'est un peu ça là, que je vais arriver dans notre section. La section, c'est les terrains qui ont déjà été acquis, notamment par la Ville de Québec. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'ampleur des terrains. Donc, on la voit sur la carte ici. Il y a déjà 259 terrains privés qui appartiennent à la Ville de Québec et qui sont déjà soit interdits d'accès ou mis en valeur. Les Marais du Nord, par exemple, sont mis en valeur, mais il y a des endroits où ils sont plus protégés et que les gens ne connaissent pas nécessairement. Ces terrains-là, pourquoi qu'on les a acquis au fil des ans, mais pourquoi la Ville de Québec l'a fait? Bien, c'était surtout dans le cas de protection contre éventuellement peut-être des futurs développements ou encore des potentiels de... des fois, c'est des endroits comme des anciens dépôts de matériaux secs, des trucs comme ça là, que la Ville a acquis au fil des opportunités. Puis, si ces terrains-là vont servir à quoi? Bien, présentement, il y en a beaucoup qui sont pour protéger simplement l'environnement, les zones inondables, des milieux humides. Puis, on a fait la caractérisation de l'ensemble de ces terrains-là dans les années, autour des années 2018-2019. Puis, on s'est rendu compte que certains avaient un haut potentiel écologique, puis qu'on pourrait les mettre en réserve naturelle en milieu privé avec un statut du gouvernement du Québec. Ce statut-là va venir leur donner une protection à perpétuité. De ces terrains-là, dans le fond, il y en a 735 hectares qu'on voit à l'écran qui peuvent être protégés. C'est l'équivalent de plus de 1230 terrains de football. Donc, c'est quand même une grande superficie, ces terrains-là, qui abritent, bien, je l'ai dit déjà, des milieux humides, des terrains, des forêts à haute valeur écologique, puis il y a notamment le secteur des Marais du Nord. Ici, je vais revenir un petit peu plus tard. Donc, quand on a déposé, là, finalement, en 2020, les demandes de réserve, il y en a encore à continuer là, à déposer au ministère, mais une grande partie a déjà été déposée. En fait, l'objectif de faire ça, comme je l'ai dit, c'est de protéger pour toujours ces terrains-là, que si une administration municipale voulait venir à faire renverser la protection, elle devra demander l'autorisation au gouvernement du Québec pour pouvoir faire quelque chose. Sinon, il y aura une réglementation en vigueur là, définie par le statut de réserve naturelle. Donc, ces terrains-là peuvent quand même être mis en valeur, même s'ils ont un statut de réserve naturelle, ils pourraient avoir des activités récréatives comme il se passe notamment présentement au Marais du Nord. Il y a des terrains aussi qui appartiennent à la Ville de Québec qui ont une moins grande valeur écologique. Quand on a fait la caractérisation de ces terrains-là, ben, on est obligé de retirer justement des terrains d'un potentiel de mise en valeur ou d'un potentiel de mise en réserve parce qu'il y en a qui sont envahis par des plantes envahissantes, mais aussi qui sont vraiment perturbés par les activités anthropiques, les activités humaines. Donc, il y a un potentiel de restauration, mais il n'y a pas nécessairement un potentiel éventuellement de mise en réserve. Peut-être que dans plusieurs années, si ils sont restaurés, éventuellement, ils vont peut-être reprendre un intérêt écologique et éventuellement, ils pourront être mis en réserve. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plein de petits terrains éclatés. Et dans ce cas-là, l'intérêt pour les mises en réserve est moindre aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été retirés là, de cette demande-là au gouvernement du Québec. De plus, la Ville de Québec, avec des partenariats d'organismes comme nous, qu'on collabore à ça, on a une démarche qui est toujours en cours depuis plusieurs années de continuer d'acquérir des terrains. À Giraud, dans le fond, a déjà acheté des terrains dans le secteur des Marais du Nord. C'est principalement là que nous, on fait de l'acquisition parce qu'on souhaite se concentrer dans ce secteur-là.
Mais la Ville de Québec, avec nous aussi, avec d'autres organismes, on est en train de regarder la possibilité d'avoir d'autres terrains à acquérir sur le territoire. Il y en a notamment un qui a été acheté par la Ville de Québec à Stoneham, un grand, dans le secteur des Trois-Petits-Lacs. Et d'autres sont à venir en discussion avec des potentiels propriétaires qui souhaiteraient vendre. Donc, la Ville de Québec, il va selon les potentiels écologiques, mais aussi selon les opportunités, si les gens veulent ou non vendre. Donc, ces terrains-là sont principalement, quand on souhaite des terrains à acquérir, sont principalement à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau. Ils sont aussi dans des pentes fortes, donc ils ont un potentiel d'érosion important. Et puis aussi, la majorité, c'est des terrains boisés là, qui comprennent des milieux humides. Donc, c'est sûr que c'est pour un potentiel de conservation de ces milieux-là parce qu'ils rendent des services écologiques. Là, on y reviendra. Donc, en plus de vouloir justement conserver ces milieux-là naturels, c'est sûr que l'objectif aussi, c'est qu'il y a une demande grandissante dans la Ville de Québec pour avoir des milieux récréatifs, pour avoir des zones où les gens vont pouvoir aller profiter de la nature. Donc, la bonification des activités récréotouristiques est aussi au cœur de ce que la Ville et Agéro souhaitent faire là, avec ces terrains-là. Donc, ce n'est pas seulement, comme disait tantôt Anne-Marie, de mettre une cloche de verre sur des terrains à acquérir, mais c'est aussi de les mettre en valeur puis de les rendre accessibles à la population dans une mesure contrôlée, comme on peut voir justement au Marais du Nord. Donc, les Marais du Nord est un exemple là, de mise en valeur de terrains qui ont été achetés à la fois par la Ville de Québec dans les années, là, vraiment, ça fait presque 100 ans maintenant que la Ville a acheté des terrains pour les inonder, en fait, là, à cause que le lac Saint-Charles, c'est un réservoir d'eau potable. Donc, en achetant ces terrains-là, il s'assurait de pouvoir inonder les terres, mais aussi, à un moment donné, il y a eu un potentiel pour l'organisme La Paix à l'époque de faire une mise en valeur, puis de pouvoir faire aussi de la sensibilisation, de l'éducation à la protection des milieux humides. Donc, dans les années 90, Agéro aussi a acheté des terrains, les terrains en vert plus pâle qu'on voit ici, puis éventuellement plus dans les années 2000, il y a eu des terrains qui ont été achetés par Agéro pour compléter le secteur des Marais du Nord. Mais il y a encore des potentiels autour des Marais du Nord à acheter là, qui pourraient continuer dans les prochaines années à s'étendre. Donc, c'est la force justement de partenariat entre la Ville, Agéro, mais aussi la Fondation de la Faune du Québec qui a aidé Agéro à acheter les terrains, qui, dans le fond, est un potentiel là, de partenariat, mais aussi de mise en valeur parce que c'est avec plusieurs partenaires financiers qu'on a réussi, là, on ne les nomme pas tous, mais fédéral, provincial, municipal, il y a eu de nombreuses contributions pour pouvoir mettre en valeur, puis faire les sentiers, puis connaître le site qu'on connaît aujourd'hui. C'est grâce à d'innombrables partenariats. Donc, voilà, je vais aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter, mais vous pouvez toujours aller ensuite dans la carte narrative. Là, je vous expliquerai à la fin comment la retrouver sur notre site Internet. Donc, on a aussi comme organisme là, Agéro au fil du temps, pas seulement, on n'a pas juste l'intérêt, la Ville de Québec, dans le fond, se concentre beaucoup sur l'acquisition de terrain. Et nous, comme organisme, on s'est beaucoup concentré sur maintenant qu'il y a un potentiel, il y a une acquisition, est-ce qu'on peut le mettre en valeur, est-ce qu'on peut le restaurer? Donc, souvent, c'est un partenariat qui se fait justement entre la Ville qui achète et nous qui trouvons les potentiels de restauration. Et là, la Ville collabore avec nous pour la restauration. Donc, au niveau des terrains restaurés, revégétalisés, un des grands projets qu'on a fait au début des années 2010, 11, 12, c'est la restauration des terrains de la Ville de Québec notamment. Donc, un des potentiels qu'on a fait, c'est ça. Mais on a aussi renaturalisé sur des terrains privés. On a même fait de la renaturalisation, de la restauration sur un site de tournage à Stoneham il y a quelques années. En fait, l'année passée.
Au niveau des terrains riverains de la Ville de Québec, on peut les voir sur la carte, là, tout l'ensemble des terrains que Agiro a restaurés. Quand on parle de restauration, ça s'est fait en 3 volets, notamment le nettoyage de ces terrains-là. Souvent, il y a beaucoup de déchets qui ont été laissés sur place. On a planté énormément de végétaux et on a fait aussi de la sensibilisation avec la population entourant ces terrains-là. Donc, sur les terrains de la Ville de Québec, c'est un peu plus de 20 000 végétaux qui ont été plantés et donc 45 000 mètres carrés qui ont été restaurés. Puis ces terrains-là sont en continuel. En fait, on fait un suivi continuel à tous les ans pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'empiètement qui recommence. Parce qu'on s'entend que si on laisse des terrains vierges, si on laisse des terrains qui appartiennent à personne, entre guillemets, là, parce que les gens pensent que ça appartient à personne, en fait, les gens vont s'en occuper. Donc, il faut montrer une présence, il faut aller sur place, il faut signaler que ça appartient à la Ville de Québec, que c'est restauré, puis qu'on doit toujours rappeler aux citoyens de ne pas empiéter sur ces terrains-là. Donc, si vous voulez aller sur la carte, vous pouvez aller cliquer puis avoir plus d'informations. Par exemple, ici, si on prend, c'est un terrain qui a été restauré à Stoneham, ça explique en quoi c'était quoi le projet, puis il y a des photos aussi du projet. Donc, si vous voulez prendre le temps, vous aurez la chance d'aller voir sur la carte narrative tous les détails sur l'ensemble des propriétés qui ont été restaurées avec pourquoi qu'on a fait ça, notamment là, ce projet-là, par exemple. On parle qu'on a été accompagné de bénévoles pour le faire. Donc, il y a des histoires sur chaque site que vous pouvez aller découvrir au moment qui vous adonnera finalement, parce que là, on n'aura pas le temps de passer à travers tous les éléments de la carte narrative. Donc, encore là, on parle qu'il y a eu un site de tournage à Stoneham et qu'est-ce qui a été fait comme travaux de restauration suite au tournage. Donc, vous pourrez aller découvrir ça. On a aussi fait des aménagements pour l'habitat du poisson. On a plusieurs sites qui ont été faits au fil des ans, qu'on a même été la semaine passée avec les employés en formation sur un site là, au kilomètre 66. Donc, ce site-là, la semaine passée, quand on est allé, les arbres étaient plus grands, les végétaux étaient rendus plus hauts que nous. Donc, ça fait déjà 8 ans, là, ces travaux-là. Puis, on voit là, que c'est super. Là, ça a repris, ça a l'air complètement naturel. Puis, les travaux qu'on a faits ont été vraiment bénéfiques pour l'environnement. C'était suite à la construction de l'autoroute. Il y avait eu de l'ensablement. On a retiré l'ensablement, puis on a recréé un cours d'eau. Puis, aujourd'hui, tout a l'air tout à fait naturel. Puis, c'est un habitat du poisson où il y a des centaines de poissons à l'automne là, qui vont frayer dans le cours d'eau. Donc, là, vous voyez que ça zoome et dézoome. Donc, vous pouvez jouer avec la carte narrative comme vous le souhaitez. Ça lag, je suis désolée. Internet. Qu'est-ce que je fais? Ça veut plus avancer. Désolée. Je vais y arriver, j'imagine. Bon, je vais la repartir. Les joies de l'Internet, des fois, il y a des petits pépins. Donc, voilà. OK. Donc, suite à ça, j'étais rendue à l'habitat du poisson. C'est très lourd, il y a beaucoup d'informations, donc ça arrive à certains moments là, que ça va moins vite. Donc, création et restauration de milieux humides et hydriques. On a aussi, au fil des ans, recréé certains milieux humides. Puis cette année, là, je vous parlais que la Ville de Québec avait acheté un terrain
dans le secteur des Trois-Petits-Lacs. Donc, en 2020, Agero a été dans ce secteur-là pour pouvoir, en fait, après l'acquisition par la Ville, nous, on est allé restaurer le secteur en collaboration avec Écoaction et la Ville de Québec. Au niveau des partenaires financiers, on a sorti 5 tonnes de déchets du terrain. On a reboisé certains secteurs. On a surtout drainé parce que les cours d'eau avaient envahi les sentiers de VTT. En fait, les sentiers de VTT étaient dans les cours d'eau. Prenez-le comme vous voulez, mais finalement, on a beaucoup corrigé le drainage finalement des sentiers, puis on a fermé, végétalisé. Donc, c'est beaucoup de travaux qui ont été faits pour s'assurer de la protection de ces terrains-là, de s'assurer que ces terrains-là soit le plus naturel possible et qu'il y ait le moins d'impact sur la qualité des cours d'eau. Donc, ça vous donne un exemple, mais comme je vous dis tout à l'heure, vous pouvez aller directement sur la carte narrative et découvrir chaque site. Bon, la carte, elle veut encore. Bon. Je vais aller vers la fin là, parce que de toute façon, j'étais plus à la fin. Donc, toutes ces actions réalisées-là au niveau d'Agero servent à restaurer et créer des habitats. Vous l'avez vu là, à plusieurs reprises déjà. Je m'excuse. Bon, OK. Donc, on a aussi fait de la lutte aux espèces exotiques envahissantes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des espèces envahissantes. Il y en a différentes là, sur le territoire. Donc, ici, vous voyez une image de la renouée du Japon là, qui en a un peu partout sur le territoire. Et quand on arrive justement sur des terrains qui appartiennent à la Ville de Québec ou encore chez des citoyens ou dans des sites à restaurer, c'est sûr qu'on doit s'assurer qu'il n'y en ait pas. S'il y en a, il faut voir quoi faire parce que si on plante des végétaux et que ces espèces-là ne sont pas contrôlées, ils vont venir envahir les végétaux que nous, on souhaite mettre en place. Donc, souvent, c'est le contrôle des espèces envahissantes. Puis, on a fait tout un portrait aussi de ça sur les terrains qui appartiennent à la Ville de Québec. Et on a aussi fait l'an passé tout un portrait autour du lac Saint-Charles pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour le contrôle des espèces envahissantes. Un des projets forts qu'on a fait au niveau des espèces envahissantes, c'est dans le secteur des Marais du Nord, c'est la lutte au roseau commun, qui est de la phragmite. Dans ce secteur-là, on a installé des bâches, c'est quand même sur une grande superficie, parce qu'au début, on la suivait, puis il y avait juste une petite densité très restreinte de roseaux communs. Et tout d'un coup, on ne sait pas pour quelles raisons, mais probablement des raisons hydriques puis de météo, tout d'un coup, elle s'est mise à exploser. Puis même entre l'année où on a planifié le projet et l'année qu'on l'a mis en place, la quantité de roseaux avait vraiment augmenté. Donc, c'était important de le faire avant que tout le milieu humide, finalement, soit envahi d'une seule espèce. Donc, ça fait déjà la deuxième année là, que les bâches sont en place. Normalement, cette année, on devrait retirer les bâches pour pouvoir replanter des espèces indigènes. Donc, ça devrait être fait là, au cours des prochaines semaines. Donc, et vous, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les milieux naturels? Si jamais vous avez chez vous des espèces exotiques envahissantes, vous pouvez avoir un impact, vous pouvez les signaler notamment au réseau Sentinelle, puis vous pouvez mettre en place des techniques, vous pouvez aussi contacter Agero pour qu'on puisse vous aider par rapport à ça. Aussi, si on veut avoir un avenir plus durable, on doit miser sur le capital naturel, sur les infrastructures vertes. J'ai dit plus tôt que les milieux naturels, ce sont des infrastructures vertes, ils ont une grande valeur économique. Ça sert à traiter l'eau notamment. Les milieux humides traitent l'eau, stockent l'eau aussi.
Donc, c'est vraiment important de les protéger et de les mettre en valeur. Puis, on n'est pas les seuls qui misons sur le capital naturel. Il y a plusieurs grandes villes qui protègent leur bassin versant de prise d'eau potable de cette manière-là. Qu'on pense à New York qui ont mis en place des mesures de conservation au fil des années. Puis, en plus, ils savent que ça a une retombée économique par la création d'emplois et l'écotourisme que ça génère, les milieux naturels. Et aussi, on sait, il y a aussi un endroit qui s'appelle la rivière Savannah aux États-Unis qui ont aussi misé sur la conservation dans le bassin versant de la rivière. Ils ont des ententes avec les propriétaires et les propriétaires que leurs terrains sont conservés ont des avantages fiscaux en échange de la conservation de leur terrain. Donc, c'est deux exemples, mais on pourrait vous en nommer plusieurs à travers le monde où ils ont misé sur l'acquisition de terrain, sur la restauration des milieux naturels et la conservation pour s'assurer que dans le bassin versant, toute l'eau qui coule soit filtrée, non pas par de l'ingénierie, mais bien des milieux naturels qui vont faire leur travail. Donc, les actions citoyennes, pour s'impliquer, mais il y a d'en parler autour de vous, les gens qui y croient, donc d'en parler aux gens qui peuvent peut-être posséder des terrains, d'avoir un intérêt à protéger ces terrains-là. Il peut y avoir de la conservation volontaire. Les gens peuvent mettre en réserve leur propre terrain. Il y a des avantages fiscaux à faire ça. Donc, il y a aussi de réduire son empreinte écologique quand on est en nature, quand on va dans les milieux naturels, qu'on les fréquente, on doit laisser aucune trace. Donc, vous pouvez aller vous informer sur c'est quoi les principes sans trace quand on va dans les milieux naturels. Il y a aussi que vous pouvez devenir bénévole, notamment au Marais du Nord. On cherche toujours des bénévoles. Il y a un comité qui est en place pour entretenir, pour faire de la sensibilisation, pour aider à la gestion. Donc, il y a différentes manières de le faire. Puis, il y a aussi, si vous souhaitez, vous pouvez aller voir, là, il y a une brochure du gouvernement du Québec qui explique comment on peut faire de la conservation chez soi. Donc, puis il y a aussi un organisme qui a été cofondé par Agiro, mais aussi avec d'autres partenaires de la région comme le Conseil régional, l'OBV de la capitale et aussi la F2R. Donc, il y a cet organisme-là est là pour encourager la conservation, pour aider à mettre en place des projets de conservation. Donc, si vous voulez découvrir, vous pouvez aussi aller cliquer sur le lien et découvrir qu'est-ce que Capital Nature. Donc, ça fait le tour. Si vous voulez, je vais vous montrer, si vous voulez connaître elle est où la carte narrative sur notre site Internet, vous allez dans la section « Apprendre, carte narrative » et là, vous allez avoir toutes les cartes narratives qu'on a déjà présentées en présentation web comme celle-ci. Puis, celle qu'on vient de présenter, c'est « Place à la nature ». Et puis, bien, les autres sont tous présentes aussi. Si vous avez des questions, une des choses qui est importante, nous, on fait ces cartes narratives-là dans le but principalement d'avoir aussi une interaction avec les citoyens. S'il y a des choses qui vous questionnez, que vous dites ça c'est quoi ça, pourquoi, si ce n'est pas assez bien vulgarisé, nous le dire pour qu'on puisse les ajuster. C'est vraiment un outil qui nous tient à cœur parce qu'on met énormément d'énergie. Vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup d'informations en arrière de ces cartes narratives-là. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, ça nous est arrivé là, après des présentations qu'on nous a questionnées, qu'on a ajouté du contenu. Donc, n'hésitez pas là, à nous faire vos commentaires. Donc, à ce moment-ci, ça va être la période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat. Je vais arrêter mon partage. Ce ne sera pas très long. Donc, je pense qu'il y a une question. Est-ce que tu l'avais vue, Anne-Marie?
Une question, je crois que c'est un commentaire de M. Gilbert. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions du tout, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde aussi sur le Facebook Live, voir s'il y avait des questions. Je vais aller voir. Donc, la Ville de Québec a acheté des terrains pour les inonder et c'est correct, vous devriez dénoncer. En fait, il faut comprendre que la Ville de Québec a acheté des terrains parce que la Ville de Québec, c'est une réserve d'eau potable. Donc, quand ils ont construit le barrage en 1930 la première fois, pour pouvoir construire un barrage, pour avoir les autorisations, dans le fond, on doit s'assurer de pouvoir inonder à ce moment-là, quand le lac il a été monté au total entre la première fois, il a été monté d'à peu près 1 mètre et ensuite il a été remonté jusqu'à 3 mètres de hauteur, donc de niveau d'eau, pour stocker l'eau dans le lac Saint-Charles pour l'alimentation en eau potable. Donc, pour pouvoir augmenter le volume d'eau, donc ça a inondé autant chez les riverains qu'au Marais du Nord. Donc, c'est dans ce contexte-là que la Ville de Québec, finalement, a inondé des terres. Là. Puis, ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça a augmenté le nombre de milieux humides dans le secteur des Marais du Nord. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Anne-Marie. Oui, bien, c'est certain que c'est des pratiques qui ont été faites dans le passé. Là. Peut-être que maintenant, ce serait différent, mais évidemment, on travaille avec les connaissances qu'il y avait à l'époque. Là. Puis c'est quand même 53% de l'eau potable des citoyens de l'agglomération là, qui vient de la rivière Saint-Charles. Donc, c'est un enjeu majeur, là, la quantité d'eau au lac. Est-ce qu'il y a des propriétaires privés qui envisagent de donner leur terrain? En fait, il y a eu des discussions, notamment, nous, on a eu un terrain qui a été au Marais du Nord cédé pour un prix assez dérisoire. Là. Donc, c'était presque sous forme de don dans le secteur de l'avenue du Lac-Saint-Charles. Puis, on en a eu un autre, le secteur en fait, le lac Savard qui a été vendu pour l'évaluation municipale qui était très basse vu que c'était un lac. Donc, ce n'est pas nécessairement des dons, mais c'est des terrains qui sont vendus à une valeur réduite. Donc, ce qu'on a eu comme jusqu'à maintenant, c'est dans le secteur des Marais du Nord, mais il n'y a pas nécessairement là, de terrains qui ont été donnés proprement dit, mais c'est possible de faire des dons, notamment avec Conservation de la nature du Canada là, qui peut donner des, comment on appelle ça, je ne sais pas si c'est le nom, Anne-Marie, là, mais dans le fond, quand on fait un don, dans le fond, on va avoir un crédit d'impôt. Donc, c'est un reçu là, comme de charité, finalement. Donc, l'organisme Conservation de la nature du Canada est un des organismes qui peut faire ce. Puis, il y en a plusieurs autres qui peuvent le faire, là, mais il y a possibilité de dons dans ce secteur. Pensez-vous faire connaître les avantages fiscaux pour ceux qui seraient peut-être intéressés à donner des terrains ou des portions de ceux-ci? Anne-Marie, je vais te laisser répondre par rapport à ça là, avec Conservation de la nature. Bien, aussi, peut-être avec notre plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels. En fait, c'est sûr qu'on ne peut pas acheter tous les terrains. Là. C'est quand même des sommes assez importantes. Puis, évidemment, les propriétaires terriens qui veulent garder les terrains puis qui ont à cœur de les conserver, je pense que c'est un aspect qui est non négligeable, là, qu'il faut prendre en compte. Donc, dans notre plan de gestion, il va y avoir une diversité de moyens là, pour faire connaître les possibilités de
de conservation, puis travailler avec les différents partenaires. Donc, évidemment que le souhait, c'est de coordonner des actions à différents niveaux là, pour la protection des milieux naturels. Donc, évidemment, quand on va essayer de promouvoir ça, puis ce que Mélanie disait, on travaille avec Conservation de la nature Canada aussi. Donc, eux ont un programme maintenant avec des fonds provinciaux. Donc, ils vont également là, en faire la promotion. Il y a des formations aussi sur ce nouveau programme. Donc, s'il y a un intérêt pour un propriétaire là, de conserver, c'est possible de les contacter. Puis je crois qu'il y a Fondation de la faune aussi qui va pouvoir aider aussi en ce sens-là avec des programmes de leur côté. Une autre question, c'est est-ce que vous êtes impliqué dans d'autres bassins versants? Agéro est principalement sur le bassin versant de la prise d'eau potable de la Ville de Québec sur la rivière Saint-Charles, mais ça arrive qu'on est impliqué en aide, en soutien à d'autres organisations là, quand on nous le demande. Donc, on est, par exemple, quand on a réalisé l'émission Autrement avec la communauté métropolitaine de Québec cette année, là, que vous avez vu à l'antenne cette année, cette émission-là a été faite pour la grande région de Québec. Donc, on a eu des collaborations avec les gens de la région. On collabore à l'occasion, à la demande, pour donner des conseils ou aider à des outils de sensibilisation. Mais notre territoire est vraiment le bassin versant de la rivière Saint-Charles. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, ça va être la fin pour cette partie-ci. Puis, on va passer à l'Assemblée générale annuelle. Donc, bon, je ne vois pas qu'il y ait d'autres questions. Donc, merci beaucoup, Anne-Marie, pour la présentation. Puis, on se revoit très bientôt. Donc, merci beaucoup. Et puis, bonne fin de soirée pour